Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Permettez-moi, avant de commencer mon propos qui, je vous l'assure, concernera bien le texte qui va nous occuper à partir d'aujourd'hui, de dire à cette tribune et devant notre Assemblée combien il est difficile de reprendre le cours normal de nos activités dans un tel chaos ambiant. Il y a bien évidemment, et chacun l'aura compris, une crise d'État et donc, de fait, une crise de confiance sans précédent. Et à cette heure, nos regards, comme ceux de nos concitoyens qui s'intéressent à la vie politique de notre pays, se tournent naturellement vers les travaux de la commission des lois, laquelle est transformée en commission d'enquête, afin d'en tirer des conclusions sur la solidité de ce gouvernement, laquelle solidité est bien évidemment à cette heure atteinte gravement et durablement. Cette ambiance toute particulière rend la tâche qui est la nôtre à cette heure peu enthousiasmante. Où sont les interlocuteurs stables ? Quelle est la part de théâtre dans ce qui se trame ici, pour reprendre les propos du président de l'Assemblée nationale ? Car s'il y a des acteurs dans cette Assemblée, ils ne sont vraisemblablement pas sur les bancs de l'opposition. À cette heure, je pourrais solliciter votre avis ou votre appréciation, Madame la Ministre, sur la sanction décidée au mois de mai par l'Élysée à l'égard de M. Benalla, car en effet, aussi ahurissant que cela puisse paraître, elle ne relevait alors que du droit du travail. La mise à pied disciplinaire au conservatoire ne relève d'ailleurs pas des mêmes dispositions et obligations. Nous avons appris dans la presse que la mise à pied de M. Benalla était intervenue du 4 au 19 mai. Et tout à l'heure, dans son audition, le préfet de police a parlé à plusieurs reprises du 8 mai comme d'une date où possiblement il aurait croisé dans le cadre d'une cérémonie M. Benalla, avant de rétro-pédaler pour dire que finalement il ne savait pas bien dans quelle cérémonie cela avait pris part. Dans la contre-offensive malhabile qu'ont entamé certains députés de la majorité, ils fustigent une opposition qui ne fait jamais de propositions, ce qui est un manque notoire de respect pour notre travail, car nous passons nos vies à formuler des propositions que, comme une bande, vous rejetez en bloc. Il se dit aussi que nous ferions de l'obstruction pour éviter de travailler sur la réforme constitutionnelle, laquelle est maintenant mise au placard pour des raisons que nous connaissons. Et bien évidemment, les députés de la majorité de dire que nous sommes là pour travailler, que nous avons été élus pour travailler. Ce n'est pas parce que vous utilisez le mot « travail » à toutes les sauces que votre crédibilité en est augmentée d'aucune manière. Tout au plus, à cette tribune, mais essayez d'être dans le sujet tout de même de cette loi. Vous avez dit à l'introduction que je fais une introduction, Madame la Présidente. Vous avez parlé d'introduction, je l'écoute. Voilà, c'est bientôt terminé. Je vous remercie. Merci à vous de ne pas m'interrompre davantage. Je vous interromps. Tout au plus, vous vous ridiculisez car vos interventions et votre souhait de poursuivre nos travaux comme si rien ne se passait qui mérite de les interrompre notent surtout, aux yeux du grand nombre, votre incapacité à prendre la mesure de la gravité du moment et du point de non-retour qui est atteint par cette République en marche qui n'a plus l'air de marcher droit. Les astuces de langage qui évoquent une réactivité dès la connaissance des faits sont comme le recentrage de l'attention sur les agissements de M. Benalla, de la poudre aux yeux, visant à faire comprendre que la connaissance des faits remonte à quelques jours, alors qu'elle remonte à près de 3 mois, et à faire entendre que le problème est davantage individuel que systémique. Personne ne peut y croire un seul instant. Ce matin, Madame la Ministre, je lisais dans la presse votre inquiétude qu'à l'occasion de cette deuxième lecture de votre projet de loi, l'opposition ne fasse de l'obstruction. Il n'a jamais été question pour l'opposition de faire de l'obstruction, il n'en est pas question plus à cette heure. Si vous voulez savoir, Madame la Ministre, où sont les responsables de l'obstruction que vous craignez, ils sont assis juste derrière vous, sur les bancs de la majorité, car, en effet, alors qu'aujourd'hui tout le monde semble s'accorder sur l'impérieuse nécessité de la commission d'enquête, c'est bien la majorité qui, pendant près de 2 jours, aura fait obstruction à cette demande de l'opposition. La pagaille, c'est vous. Le bon ordre, le traitement des problèmes de manière méthodique aujourd'hui, c'est l'opposition. J'en viens maintenant, puisque cette mise au point a été réalisée, au projet de loi. Et je commence par vous dire que, tout comme vos ordonnances qui facilitent les licenciements et encouragent la précarisation du travail, ils passent, de notre point de vue, à côté des enjeux en matière d'emploi. Dans ce domaine, nous pensons que vous ne prenez pas non plus la mesure de la gravité de la situation. Vos projets de loi ont donc, pour les salariés, souvent un effet positif cosmétique
et un effet négatif, par contre, réel en termes de recul de droits sociaux. Alors que pour le grand patronat, il procède souvent à de nouveaux cadeaux, et pour l'essentiel de l'activité économique de notre pays, assez peu, il faut bien le dire, d'effets positifs. Madame la ministre, il semble qu'on ne vous rappellera jamais assez ici que la situation de l'emploi dans notre pays est une situation de pénurie, qu'il se trouve un emploi non pourvu en moyenne pour 44 chômeurs et que 8 contrats sur 10 nouvellement signés sont des contrats courts, censés normalement être l'exception. Les mesures budgétaires du gouvernement favorisent les détenteurs de capital. Nous sommes les champions du monde, pas seulement de foot, mais aussi de distribution des dividendes. Et comme le dit le magazine Bloomberg, c'est dans notre pays que les milliardaires s'enrichissent le plus. Sans qu'aucun effet vertueux pour l'économie n'en soit vérifié. En 20 ans, les dividendes ont augmenté de 200%. Le salaire moyen seulement de 14%. Et le nombre de pauvres dans notre pays, lui, a été augmenté dans la même période d'1,6 million de personnes. Actuellement, et selon l'étude d'Oxfam, 65% des bénéfices reviennent aux dividendes, 27% aux investissements et seulement 5% aux augmentations de salaire. L'hyperfinanciarisation de notre économie ruine l'activité du pays par manque d'investissement et par compression du pouvoir d'achat. Or, les choix budgétaires du gouvernement encouragent et accélèrent cette hyperfinanciarisation. Alors, vous voulez des propositions pour relancer l'activité? En voici quelques-unes. Investissez massivement dans la planification écologique plutôt que de convoquer la finance verte. Organisez le partage des richesses pour l'augmentation réelle du pouvoir d'achat et son effet vertueux sur les carnets de commandes, par exemple en augmentant le SMIC ou en limitant l'écart des salaires de 1 à 20 dans l'entreprise. Partagez le temps de travail, car les faits prouvent que c'est plus efficace que le CICE désormais pérennisé. Instaurez des quotas modulables quant au recours aux contrats courts dans l'entreprise. 5% dans les grandes sociétés, 10% dans les PME, comme nous l'avions proposé lors de la campagne présidentielle. Au lieu de quoi, nous craignons que votre système de bonus-malus atteigne les comptes de l'assurance chômage, si toutefois les bonus devaient être supérieurs au malus, ce que nous pouvons craindre. Instaurez un protectionnisme solidaire, rompez avec le libre-échange mortifère qui, en plus d'être antidémocratique et anti-écologique, détruit des emplois. J'en veux pour preuve le CETA avec le Canada. Le nombre de destructions d'emplois potentiels dans notre pays a été chiffré à 45 000. Et la semaine dernière, dans l'opacité la plus complète, a été ratifié le JEFTA avec le Japon sans qu'aucun parlementaire, aucun citoyen français n'ait pu être consulté ou donner son avis. Généraliser l'expérimentation d'ATD Quart Monde, du territoire zéro chômeur. On sait qu'en moyenne, un chômeur de longue durée touche 15 000 € par an. Faisons de l'État l'employeur en dernier ressort, en transformant cette somme en contrat de travail, lequel serait complété par des missions qui répondent aux besoins des départements et des régions. À côté de ces propositions que je viens de formuler, chers collègues, les mesures contenues dans votre projet de loi paraissent très inconséquentes. Nous alertons sur le fait qu'en procédant à la monétisation du compte professionnel de formation, vous prenez le risque de diminuer le droit, compte tenu de la somme que vous entendez créditer sur ce compte et de ce que coûte par ailleurs une heure de formation en moyenne. Cette monétisation procède à une accentuation de la marchandisation de la formation professionnelle, laquelle, nous le déplorons, subit d'ores et déjà l'offensive d'organismes privés peu scrupuleux et un certain nombre de scandales en attestent. Plutôt que de permettre à l'apprentissage de devenir véritablement la voie d'excellence que vous appelez de vos vœux, vous encouragez sa mise au service des branches et des souhaits à court terme des entreprises, au détriment des régions et de la régulation qui s'impose à ce cadre de formation. Sur l'assurance chômage d'abord, l'indemnisation promise aux démissionnaires et indépendants est devenue, il faut le dire, très conditionnelle. Puis le renforcement du contrôle des chômeurs est à rebours de tout ce que la raison semble indiquer de faire. Quand on sait que 86% des chômeurs contrôlés par Pôle emploi sont en recherche active et que pour les 14% restants, 2/3 ne sont pas indemnisés, quel est le sens de ce renforcement du contrôle? N'y a-t-il pas, je vous le demande, quelque chose d'absolument irrationnel à exiger une recherche d'emploi frénétique dans un contexte que l'on sait être un contexte de pénurie? Je pose la question. La fraude aux allocations chômage est estimée à environ 60 millions d'euros et son taux de recouvrement est de près de 90%. Comparativement, la fraude aux cotisations patronales est estimée à 20 milliards d'euros avec un taux de recouvrement d'à peine 1,5%. Que faites-vous pour contrôler les quelques patrons voyous plutôt que de mener la vie dure, comme vous voulez le faire, au grand nombre de chômeurs? Nous pensons aussi que sur le handicap, les mesures que vous prenez ne sont pas à la hauteur, de même que nous alertons sur les effets possibles
de la libéralisation du travail détaché à laquelle procède votre projet. Bref, nous voyons mal où se situe dans votre texte ce que nomme son titre, à savoir la liberté de choisir son avenir professionnel. À moins que ce ne soit dans la partie réservée aux fonctionnaires et à l'encouragement du passage du public vers le privé et du retour vers le public, ce qu'on appelle plus communément le pantouflage. S'agissant du travail indépendant, des salariés bien dépendants, des plateformes qui leur imposent parfois jusqu'à l'uniforme, en plus de toutes les autres contraintes, les députés de la France Insoumise proposent et renouvellent cette proposition de renforcer la définition du travail indépendant dans le Code du travail, en précisant que les travailleurs indépendants ne peuvent être en situation de subordination économique vis-à-vis d'un seul donneur d'ordre. Reconnu par la Cour de cassation, le critère de subordination économique pourrait entraîner de fait la requalification en salariés des travailleurs qui y répondent dans leur relation avec les plateformes. Au lieu de quoi, votre projet de loi propose une charte sociale optionnelle afin de permettre aux plateformes d'offrir un certain nombre de garanties et de cadres réglementaires aux travailleurs. Le tout sans négociation avec les premiers concernés, ce qui ne semble pas, par ailleurs, aller dans le sens du dialogue social dont vous nous chantez les louanges régulièrement. Cette charte sociale serait une sorte de sous-convention collective du nouveau monde. Et en attendant, la condition des travailleurs de ces plateformes revient à un grand bond en arrière, au XIXe siècle et avant l'émergence du droit du travail. Pour conclure, comme cela est notre habitude, nous formulerons, pendant la deuxième lecture de ce texte, plusieurs dizaines de propositions afin de l'aider à atteindre le but indiqué par son titre. Mais comme d'habitude, la majorité rejettera nos propositions et s'en ira compter sur les plateaux médiatiques que nous n'en formulons aucune. Comme d'habitude, vous pourrez vous autosatisfaire de l'adoption d'un texte aux grandes prétentions mais aux maigres capacités, sinon celle de rendre la vie plus facile à une minorité qui l'a déjà plutôt et plus difficile au grand nombre. Quant à la relance de l'emploi pérenne dans notre pays, sans doute, et nous le regrettons profondément, devra-t-elle attendre votre fin de règne ?